Bonjour Christine. Bonjour Marie-Christine. Aujourd'hui, j'aurais voulu aborder la thématique de la victime du pervers narcissique ainsi que du traumatisme. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est que être victime pour différencier le mot victime du pervers et du triangle de Karpman? Oui, c'est vrai que souvent le mot victime est employé dans le langage commun de façon négative. Oh, tu fais ta victime, hein, donc ça fait un peu dévalorisant, et donc il y a certaines personnes qui n'osent même plus parler de leur vécu en tant que victime, hein, parce qu'elles sont critiquées. Et donc c'est très important de distinguer le vécu d'une victime, c'est-à-dire une atteinte vraiment physiologique et psychologique de l'organisme, face à des agressions qui, dans le cas du pervers narcissique, sont des agressions répétées et intenses face à une situation d'emprise. Hein. Donc, on a ce qu'on appelle du harcèlement moral dans le cas de l'emprise d'un pervers narcissique. Et donc, ces agressions physiologiques et physiques du corps, elles ont un impact vraiment sur le corps. Et on parle donc du vécu de victime dans ce sens, hein, sur le corps et sur l'esprit. Par contre, le rôle de victime, ça c'est une série de comportements, d'attentes, de façons de penser qui sont caractéristiques du rôle de victime décrit par Karpman. Dans le triangle de Karpman, on a le rôle de sauveur, le rôle de victime et le rôle de persécuteur. Et la victime est une personne qui joue ce rôle dans le sens d'attendre d'être sauvée, d'attendre que quelqu'un réponde à ses besoins, plutôt que de elle-même satisfaire ses propres besoins. Donc il n'y a pas de responsabilité prise par rapport à ses propres besoins, c'est l'autre qui doit combler ses besoins. Et le persécuteur sera celui qui va la critiquer, l'agresser. Le sauveur, c'est celui qui va lui offrir son aide, même si finalement l'autre n'a rien demandé. On dira que le sauveur, il veut aider sans qu'on lui ait rien demandé. Donc il y a aussi cette forme d'emprise finalement de la part d'un sauveur qui viendrait avec la casquette de sauveur pour se dire je suis dans la toute-puissance, je t'aide, tu n'as soi-disant pas les ressources dans le cas du rôle de sauveur, tandis que la victime de perversion narcissique, elle est dans une forme d'impuissance, c'est exact? Oui, hein, donc la victime d'un pervers narcissique, soit elle a vécu déjà des traumatismes dans son passé, des blessures émotionnelles telles qu'elle ne sait pas faire face à l'agression, elle est dans un état de figement, donc une sorte d'immobilisation de la pensée, du corps, des émotions, ou bien elle est dans des réactions de survie, par exemple, elle est dans la dépendance affective, la codépendance, elle joue le rôle de sauveur, par exemple, là, très souvent, certaines victimes sont des sauveuses ou des sauveurs. Et donc, ces réactions de survie, eh bien, elles la prédispose à être manipulable. Hein. Donc ça, c'est les traumatismes complexes qui sont à l'origine de ça. Et puis, bon, voilà, vous avez des victimes qui sont en impuissance apprise, en conséquence de la relation d'emprise, puisque plus on est maltraité, moins on est capable finalement de faire face à la violence. Hein. Donc on peut faire le relais avec les différentes formes d'attachement dans l'enfance. Donc lorsque l'on a été dans un attachement insécurisant, ambivalent ou sécurisant, on va voir ces mêmes mécanismes qui vont se reproduire à l'âge adulte. Et je pense que c'est la pédopsychiatre Jan Wiart qui a effectivement fait des études, de nombreuses études, pour démontrer qu'il y a effectivement cette similitude qui se reproduit à l'âge adulte dans la façon de rentrer en relation avec autrui. Et j'aurais voulu expliquer plus approfondi le traumatisme complexe. Qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on entend par là, par le traumatisme complexe. Oui. Donc en fait, comme on vient de le dire, le vécu de la victime est une atteinte physique et cette atteinte physique prend racine dans un traumatisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le traumatisme dans la théorie polyvagale dont je parle dans mon dernier livre qui est sorti en avril 2022, Les victimes de pervers narcissiques guérir le traumatisme, collection récits et témoignages de chez Ellipse. Eh bien, je décris le traumatisme dans la théorie polyvagale et selon cette théorie qui est
issu des neurosciences de Stephen Porges. Donc il y a un état d'insécurité qui est la conséquence d'agression, donc insécurité qui se manifeste au niveau du système nerveux et qui fait que la victime est en danger, impuissante et seule. Ce sont ces trois caractéristiques qui sont vraiment la marque du traumatisme. D'ailleurs pour ça que par exemple dans les attentats, s'il y a quelqu'un qui est tout de suite là pour aider la personne à pleurer, à pouvoir s'exprimer, eh bien il n'y aura pas de traumatisme. Donc le traumatisme est vraiment lié au fait qu'on est seul face à quelque chose d'insupportable et qu'on doit finalement se couper de cela pour survivre. Et donc le cerveau met alors en route des mécanismes de survie du cerveau reptilien qui permettent de survivre donc les comportements de fuite, de combat ou de figement. Et beaucoup de victimes de pervers narcissiques à la longue vivent dans un état de figement, d'immobilisation. Et on voit aussi dans le cadre de la perversion narcissique des personnes qui sont en observation finalement de ces mécanismes agressifs et dans l'impuissance de pouvoir agir sur les comportements du pervers narcissique. C'est ce qu'on appelle le trauma vicariant. Donc c'est être observateur finalement de mécanismes psychologiques de la perversion narcissique sur la personne cible dans ces interactions. Oui, Comment est-ce qu'on peut observer finalement le non-verbal d'un pervers narcissique pour mieux reconnaître le pervers narcissique? Parce qu'il y a confusion entre la personne égocentrée, personne qui ne pense qu'à elle, le manipulateur qui manipule pour arriver à ses fins et le pervers narcissique qui est là dans une privation psychique, un envahissement psychique et également une destruction de l'identité de l'autre. Comment est-ce qu'on peut observer finalement les caractéristiques non-verbales d'un pervers narcissique? Oui, je cite dans le livre les caractéristiques non-verbales. C'est la moue de dégoût, le mépris sur le visage, donc une fermeture massive du corps et une attitude dominatrice dans le non-verbal. Par exemple, le menton relevé, les bras croisés, les jambes écartées, le bassin en avant. Le mensonge, le mensonge peut se repérer au niveau non-verbal. Par exemple, faire le tour de ses lèvres avec sa langue, pour un droitier, avoir les yeux fixés à droite. Voilà, d'autres caractéristiques sont décrites. Et cette attitude défensive, par exemple, éviter le regard, regarder dans les yeux de façon ouverte et bienveillante. C'est soit le regard fixe, soit l'évitement du regard, l'hostilité, donc se voit aussi dans le regard. Hostilité, par exemple, dans le ton de la voix, qui ne laisse pas place à une réponse pour l'autre, ou bien pointer du doigt. La gestuelle qui est mécanique et mimétique, donc il est mécanique, par exemple, dans sa sexualité. C'est une sexualité de performance, il n'y a aucun ressenti au niveau de la tendresse, au niveau émotionnel. Et au niveau mimétique, on voit qu'il va se mouler dans le non-verbal de l'autre pour essayer de l'attirer à lui. Ça n'a rien de bienveillant. D'accord. Donc là, c'est surtout des mécanismes, donc quand on parle de non-verbal, mais il y a également alors tout ce qui est propos d'humiliation, de harcèlement, d'intimidation, de culpabilisation, qui reviennent également dans ce mécanisme de la perversion. Tout à fait. Donc là, j'ai repris aussi la liste des 20 critères qui sont spécifiques de la perversion narcissique et que je décris dans les pervers narcissiques récits et témoignages, dans celui-ci. Parce que justement on peut le confondre très souvent avec d'autres manipulateurs, donc ça vaut la peine de le répéter. Comment est-ce que le pervers narcissique arrive à pénétrer finalement dans la pensée, dans la tête finalement de l'autre, qui même en cas d'absence du pervers narcissique, on l'entend souvent, ce sont des personnes qui ne font parler que d'elles, même en leur absence, ou alors la personne finalement va passer à travers elle pour répondre finalement aux caractéristiques émises. Mais comment est-ce que le pervers narcissique arrive à s'engouffrer finalement dans le vocabulaire, dans les pensées de l'autre? Comment est-ce qu'il fait? Eh bien, il crée une sorte d'état d'hypnose chez la victime, et cette hypnose, elle se traduit par un état de confusion. C'est une des techniques d'hypnose, c'est de rendre l'esprit confus.
Et donc, il utilise des messages paradoxaux constants, il souffle le chaud et le froid. Et donc, la personne ne sait plus penser. Et comme elle ne sait plus penser, elle est alors suggestible. Hein. Donc, les inductions du pervers narcissique sont très puissantes et elles sont capables vraiment d'envahir le psychisme parce qu'il a créé cet état de confusion mentale. Vous allez voir en hypnose thérapeutique, vous allez voir que les inductions sont agréables à entendre, agréables pour le corps, tandis que dans le chez le pervers narcissique, il y a cet état de crispation qui est, ou alors totalement d'absence de réflexion. Hein. Oui, c'est ça. Au niveau du corps, évidemment, il peut y avoir une crispation inconsciente parce que notre corps sait qu'il est en danger. Mais malheureusement, notre mental se laisse hypnotiser. Voilà, donc on va peut-être parler du profil finalement du pervers narcissique et les 20 points que tu as repris dans ton livre. Les 20 points qui vraiment le spécifient: la séduction narcissique, hein, la vampirisation, l'absence d'empathie et la froideur émotionnelle, l'insatisfaction chronique, le dénigrement, la culpabilisation, le refus d'aider autrui sauf par intérêt, l'isolement de la proie, l'égocentrisme forcené, c'est-à-dire une sorte d'état de toute-puissance, le déni psychique et la dissociation du corps, la psychorigidité mentale, une pensée binaire avec une discipline vraiment excessive, le double jeu, souffler le chaud et le froid aussi, discours paradoxal pour rendre l'autre confus, l'obsession de l'image sociale, c'est quelqu'un qui a toujours une présentation parfaite, très contrôlée en public, l'inversion des rôles, il se fait passer pour la victime, le maniement redoutable de la rhétorique, ce qu'on appelle la persuasion, et qui est à l'opposé du dialogue, et le soulagement morbide à voir la victime au plus bas, avec deux autres caractéristiques vraiment des pervers narcissiques, c'est la maîtrise de la destruction et de ses limites pour garder le pouvoir. Donc il sait sentir quand la victime pourrait avoir un moment de clairvoyance, il le voit, il le repère, et alors il est de nouveau dans la reséduction, et jusqu'à ce qu'elle s'endorme à nouveau et que là, il puisse recommencer la destruction. Et le dernier point très important, c'est l'incapacité à supporter le bien-être d'autrui. Et donc, c'est vraiment l'envie qui les domine. Ils ne peuvent pas supporter le bien-être, la joie de vivre, le plaisir qu'a l'autre à se réaliser, à s'épanouir. On voit également dans ce mécanisme dans la vie professionnelle où le pervers narcissique va empêcher un travailleur, par exemple, d'avoir une vie privée, à envahir finalement la zone privée de la personne, à revenir effectivement pour l'attirer à ses propres fins. Donc aussi, de manière consciente, il va empêcher l'autre d'avoir un autre point d'intérêt que le travail. C'est exact? Oui, l'envahissement, c'est pas seulement l'envahissement psychique, c'est l'envahissement de la vie de l'autre. Donc, sa vie privée, le collègue ou le patron va téléphoner à toutes les heures, voilà, il n'y a plus de vie privée, hein, donc ça c'est vraiment une des caractéristiques du pervers narcissique. Oui, l'envahissement Identitaire, oui. Et donc finalement qui amène à un contrôle coercitif, et Ivan Stark l'a bien défini, ce contrôle coercitif, hein, donc comme une volonté de domination qui s'exerce par la persuasion coercitive, et donc des formes de violence, qu'elles soient verbales, psychiques, sexuelles, économiques, et qui peuvent utiliser les enfants quand il s'agit d'une famille avec des enfants. Et donc, qu'il s'agisse au niveau de la violence psychologique, qu'il s'agisse de l'intimidation, qu'il s'agisse du recours à des violences psychologiques, comme l'isolement dont j'ai parlé tout à l'heure, le dénigrement, la culpabilisation, etc. L'isolement, le fait de blâmer, de minimiser ce que l'autre ressent, nier même les faits, nier la réalité de l'autre, l'utilisation des enfants, ou utiliser des privilèges, une société patriarcale qui favorise le privilège masculin, ou l'abus économique, par exemple contrôler la carte bancaire, des choses comme ça, le recours à des coercitions, hein, le chantage affectif, la menace, hein, donc ça c'est vraiment toutes les caractéristiques de la persuasion coercitive.
Oui, et je pense notamment à une personne qui m'a abordée par rapport justement au patriarcat et me posait la question si c'était possible qu'il y ait aussi ce transgénérationnel du matriarcat et où effectivement l'homme est toujours coupable de ne pas être à la hauteur et là c'est effectivement une aversion, donc c'est la femme qui prend cette forme de toute puissance sur l'homme avec des sensibilités plus humaines et qui finalement est pointé du doigt comme étant instable ou comme étant fragile, faible. Donc il y a également parfois l'aversion aussi homme-femme, comme on l'a déjà dit dans nos précédentes vidéos, ce n'est pas asexué. Non, non, non. Donc c'est cette prise de pouvoir, cette emprise, cette destruction identitaire avec beaucoup de culpabilité, beaucoup de harcèlement et d'intimidation qu'il faut repérer. Comment est-ce qu'on pourrait définir finalement cette caractéristique de la victime qui se laisse envahir? Qu'est-ce qui fait que la victime ne reprend pas ses droits identitaires? Donc elle a vécu des traumatismes complexes dans son passé, le plus souvent si elle reste sous emprise. Ces traumatismes complexes sont donc une accumulation de traumatismes depuis l'enfance et qui sont dus à des tas de raisons. Ça peut être une situation familiale où il y a des parents qui ont des troubles de l'attachement, un parent dépressif, un parent anxieux, ou bien un accident, une maladie. Ça peut être transgénérationnel. Donc tout ça entraîne des traumatismes complexes et le stress post-traumatique complexe peut être présent déjà avant la rencontre du pervers narcissique. Et donc, c'est vraiment une instabilité au niveau des relations à l'autre. Il y a un manque de confiance, une insécurité, une difficulté à réguler ses émotions, à s'engager, à avoir des relations saines. Donc, il y a souvent une répétition, une revictimisation. Et le stress post-traumatique complexe, eh bien, il se traduit notamment au niveau physiologique par une grande sécrétion d'adrénaline, de cortisol, qui entraîne des états d'angoisse, donc par exemple des réveils nocturnes, voilà, au niveau, ça peut être chez les enfants l'énurésie, parfois l'encoprésie, des problèmes au niveau de la concentration, de la mémoire, des réactions de sursaut, l'hypervigilance. Donc la personne est toujours en contrôle, hyper-contrôle de soi, des autres, en tout cas une tentative d'hyper-contrôle et une difficulté donc à s'engager, une tendance au repli, à une pensée négative sur soi, sur le monde, des émotions pénibles, une phobie parfois de certaines situations qui rappellent l'agression, dans des évitements en tout cas, des flashbacks, des souvenirs intrusifs. Tout ça fait partie du stress post-traumatique complexe. Tu parles dans ton livre de plus en plus du corps, finalement, de tous ces marqueurs dans le corps, avec le nerf vague, avec plusieurs exercices que tu précises dans ton livre pour pouvoir aider les personnes qui ont été victimes de pervers narcissiques ou qui sont victimes de pervers narcissiques. Et dans ton livre, tu parles également de tout ce qui est identification émotionnelle. Comment est-ce que tu parles? Il y a plusieurs points, je ne sais plus exactement les points. Il y a retrouver des ressources physiques, émotionnelles, matérielles. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ces ressources? Comment la victime peut se sortir grâce à ces ressources? Donc au fond, on peut se libérer de ce stress post-traumatique complexe, de l'emprise, mais cela demande un travail de reconstruction de soi. Et la théorie polyvagale nous donne des pistes pour la reconstruction de soi. En disant que c'est très important de développer un état ventral, le système nerveux autonome ventral, qui est un état de sécurité et nous pouvons mobiliser des ressources qui nous mettent dans cet état du système nerveux ventral, donc de sécurité, de confiance, de joie, de compassion, voilà, de connexion. Et donc on a les ressources physiques, par exemple la cohérence cardiaque, donc la cohérence cardiaque qui est un exercice de respiration qui aide à expirer plus profondément pour s'apaiser. Donc c'est un exercice qui ralentit les fonctions vitales et qui permet finalement de retrouver un état de calme intérieur. Après 5 minutes, on a étudié que le taux d'adrénaline dans le sang diminue de moitié. Et donc on peut l'associer à une image positive, à une sensation agréable, un sentiment agréable.
Et en faisant cet exercice, eh bien, on combine ressources physiques, ressources émotionnelles et notre imagination. Donc ça, c'est un exercice, mais je donne toute une série d'exercices à faire pour renforcer ces ressources physiques, les ressources émotionnelles aussi. J'explique pourquoi l'émotion est importante, le besoin est important pour reconstruire son identité. Il s'agit de réapprendre à les identifier. Donc, par exemple, quand on est dans la colère, l'émotion de la colère vient nous dire, par exemple, qu'on ne s'est pas laissé entendre dans ce qu'on avait à dire, donc on se sent incompris, ou on se sent agressé verbalement, ou ça touche à vos limites, ou il y a des non-dits aussi. Donc, tous ces éléments qui viennent s'accumuler vont provoquer ce sentiment issu de l'émotion de la colère, ce sentiment de ne pas être ajusté, alors que quelque part, lorsque l'on accueille l'émotion, de dire tiens, lorsque tu me dis ça, lorsque tu fais ça, je ne me sens pas respecté, et parler en jeu, vous allez pouvoir exprimer vos ressentis, bien qu'avec un pervers narcissique, il les nie de toute façon, mais au moins ça vous permet de sortir de cette émotion de figement, et d'exprimer et de vous affirmer dans vos ressentis, dans votre émotion, puisque toute émotion est une messagère finalement. Je pense que pour les enfants, c'est important de leur apprendre aussi à la colère, ce n'est pas quelque chose de négatif. La colère est importante de pouvoir être exprimée, et c'est la manière dont on va exprimer sa colère avec la bonne intensité, à la bonne personne, au bon moment, qui va faire toute la différence. Et s'il y a accumulation finalement de micro-agressions, ben, on va effectivement décupler sa colère au mauvais moment. Et c'est là que le pervers narcissique en profite pour montrer que c'est vous qui êtes en dysfonctionnement, alors que non, il y a une accumulation émotionnelle par le vécu de la personne. Oui, hein, donc le pervers narcissique, par l'identification projective, fait vivre à l'autre finalement les émotions qu'il veut nier en lui, que ce soit la peur, la tristesse, la colère, voilà, tout ce qui pourrait lui faire perdre son pouvoir en fait. Et qui projette sur l'autre. Voilà, ouais. C'est ça. Hein. Tous ces désagréments, il ne les ressent pas, il les projette. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qu'on appelle la coercition. Oui, donc il est dans ce qu'on appelle la persuasion coercitive, hein, que Evan Stark a défini, aussi bien dans les violences conjugales, mais on peut dire ici dans l'emprise du pervers narcissique. Hein, je donne le petit tableau d'Evan Stark dans le livre. Et donc avec comme caractéristique la violence psychologique, bien sûr, donc le fait de dénigrer, de culpabiliser, le recours à l'isolement, hein, faire en sorte que finalement la victime perde confiance en son entourage et finalement ne lui fasse plus confiance, nier, blâmer, minimiser, utiliser les enfants pour les monter contre la victime, utiliser l'abus économique par exemple, et le contrôle des cartes bancaires, le contrôle des comptes, le recours à la coercition, à la menace, le chantage affectif. Ah ben si tu ne fais pas ceci, voilà, tu seras privé de cela, et donc finalement la menace aussi de violence, hein, donc ça c'est le plus difficile. Et aussi, s'il s'agit d'hommes, le privilège masculin. Hein. Donc, dans notre société patriarcale, évidemment, on a encore ces caractéristiques qui sont là, présentes, et qui peuvent être aussi une arme de pouvoir. Et on le voit beaucoup dans la domination économique, dans le cadre du travail, parce que les gens ont peur de perdre leur place finalement, donc ils répondent malgré eux à des critères tout à fait irrespectueux. Et j'ai envie de dire, revenez à votre sensibilité, parce que votre sensibilité, c'est une force lorsqu'on l'accueille pour faire passer finalement ses ressentis, les comprendre et pouvoir se détacher finalement d'une personne qui serait dans un lien toxique avec vous. Donc la sensibilité, pour moi, est quelque chose d'essentiel dans notre humanité. Une société qui bafoue la sensibilité au profit de la toute-puissance, de la performance. Et je prends déjà simplement les baptêmes à l'école, où effectivement il faut être plus fort, et là on voit déjà que quelque part il y a ces personnes qui acceptent des traitements parfois humiliants, parfois très dysfonctionnels, et je pense que dans notre culture malheureusement ce n'est pas
analysé en tant que coercition et en tant que privation d'identité. Hein. C'est ça le problème, hein, c'est qu'on voit ça comme une normalité et on va vers une société où il y a vraiment une banalisation de la violence, où finalement ben, c'est normal d'être insensible, c'est normal d'être dans le pouvoir, c'est normal de rabaisser les autres pour se valoriser à son détriment, à leur détriment. C'est normal finalement de ne plus être dans la compassion, de ne plus être humain finalement. Hein. Donc cette nouvelle normalité, malheureusement, c'est important de prendre du recul par rapport à ça parce qu'elle nous mène à la destruction, hein, c'est la perversion. Donc revenir à ces valeurs, sortir des croyances limitantes, revenir à s'écouter soi-même, ses émotions, ses ressentis, prendre du recul et savoir qu'il y a malheureusement des parts d'ombre et des parts de lumière en chacun de nous et s'autoriser à faire valoir finalement ses valeurs de lumière et non pas ses droits et pouvoirs et prise de pouvoir sur les autres. C'est un petit peu ça la déduction. Oui, ben oui, c'est ça. Et pour y arriver, ben, il faut mobiliser ses ressources parce que sans ressources, évidemment, on ne peut pas faire face à cette société voilà, qui a toutes les caractéristiques de la perversion et on ne peut pas non plus faire face à l'emprise, que ce soit professionnelle, familiale, conjugale. Donc, dans ce livre, je donne vraiment des outils pour renforcer ces ressources, que ce soit les ressources physiques, émotionnelles, relationnelles, psychologiques, les ressources intellectuelles, les ressources de la nature, les ressources créatives, les ressources matérielles, tout ça, c'est possible de les mobiliser pour se reconstruire. Et je vous invite à parcourir le livre de Christine Callon où vous aurez pas mal d'exercices pour vous reconnecter à votre adulte intérieur, à vous respecter davantage dans toutes vos relations et retrouver finalement le bien-être dans toutes les relations. La relation commence par soi-même. Pour pouvoir effectivement avoir une bonne relation avec les autres, il faut bien se connaître et Christine Callon vous en parle dans son livre. Voilà, et donc une fois ces ressources acquises, ben, si on veut, on peut aller plus loin, retraiter ces traumatismes. Et donc là, je parle de la psychothérapie EMDR qui nous aide non seulement au niveau de nos ressources, avec la théorie polyvagale, mais en plus à retraiter les traumatismes et donc à libérer toute cette énergie qui est coincée en nous, qui fait qu'on peut être dans un état de burn-out, dans un état de dépression, consécutivement à l'emprise. Hein. Donc là, après avoir acquis des ressources, eh bien, libérer cette énergie aide à reconstruire une bonne estime de soi, un sentiment de puissance intérieure, à retrouver une sécurité et finalement une autre relation à soi pour être pleinement soi-même. Et avec le témoignage, les résidus de mes patients pour illustrer tout ça. Merci Christine. Merci Marie-Christine. Si vous avez aimé la vidéo, nous vous demandons simplement de la liker et les commentaires sont toujours les bienvenus. Merci. Merci.